Bienvenue Florian. Merci beaucoup, Jules. Un plaisir d'être ici. C'est un plaisir, ouais, je t'avoue que c'est une première pour moi, peut-être que pour toi aussi, de faire ça en physique dans un lieu dédié au podcast. Là, on a mis les moyens. On a mis les moyens, ouais, Mais on a pu faire plaisir aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus convivial que de faire ça à distance. C'est vrai. Non, là, je préfère vraiment, voilà, on se voit, on est là, on est en face. On va peut-être y prendre goût, ouais, effectivement. Non, c'est cool. J'ai déjà pris goût, moi. En tout cas, on est bien installé, on est mieux installé que chez moi, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Attention, la nuit était courte. C'est clair. Je m'endors. Écoute, on va se faire un petit épisode email marketing. Email marketing, ouais. Je crois que c'est ta spécialité, je suis pas sûr, mais... Je crois, il va falloir que je me rappelle un petit peu, parce que c'est très très ancien tout ça, mais... On va te rafraîchir la mémoire. Allez, c'est parti. Alors, l'idée, c'est de comprendre un peu comment est-ce qu'on peut passer de 0 de quelques pourcents de conversion grâce à l'email à 30% minimum de conversion. Je pense que je vais pas forcément revenir sur l'importance d'avoir une stratégie email en e-commerce. On sait que c'est indispensable, on sait que c'est quelque chose de intemporel qu'il faut absolument développer. Par contre, il y a énormément de marques, peu importe leur niveau, qui n'optimisent pas du tout leur stratégie, qui sont pas du tout, qui font le strict minimum, parfois des emails très standards, pas du tout personnalisés, etc. Et donc, il faut un peu pallier à ça, je pense, surtout en ce moment, surtout dans le contexte qui est assez concurrentiel. Qui est très délicat, Qui est en plus très délicat. Que pour les consommateurs, donc aujourd'hui, il y a une obligation vraiment de prendre le taureau par les cornes, si je puis dire. Ouais, tout à fait. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. On va tourner ça un peu en mode cas pratique pour vraiment mettre les mains dedans, comprendre un peu comment toi tu t'abordes en fait cette construction de stratégie. Avant, je voudrais avoir un petit peu, déjà en première question, d'abord te présenter, nous dire un peu qui tu es, et puis tout de suite nous dire quelle est ta vision, qu'est-ce que pourrait être en fait, selon toi, qu'est-ce qui est les prérequis d'une bonne relation client. Très bien. Écoute, donc moi je m'appelle Florent Beaumont. J'ai l'agence Ragnar Email, qui est spécialisée du coup en email et en SMS marketing depuis fin 2020. Ça va faire 3 ans et demi qu'on est sur le marché. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accompagné beaucoup de marques, que ce soit autant en prestation de services qu'en vente de formation. On est quasiment à 350 200 en presta et 150 formations vendues à peu près. Donc on a aujourd'hui pas mal de recul et d'expérience. On est une dizaine dans l'agence. J'ai la chance d'avoir une belle équipe soudée là depuis très longtemps, et chacun qui ramène son expérience, son passé, pour pouvoir apporter justement une vision qui, je pourrais dire, transcende un petit peu l'email, le SMS. On va plus loin, vraiment avec une vision long terme. La volonté de pouvoir les accompagner et devenir de véritables partenaires. Donc, c'est vraiment, je pense, la meilleure manière pour amener un client à passer au stade supérieur. À passer de, aujourd'hui, j'ai une marque qui tourne, je fais des ventes, beaucoup de ventes même des fois, mais il y a clairement possibilité de rajouter beaucoup plus grâce, comme tu dis, à l'email et au SMS. Oui, on va parler de SMS aussi, j'en ai pas parlé, mais ouais. Il va falloir, parce que c'est un sujet très important. Et les marques aujourd'hui font face à de nombreux défis. On a l'inflation qui va les toucher directement, avec des coûts d'achat qui explosent en matière première ou les prix de production. Ensuite, tout ce qui va être aussi la concurrence. Le marché, il y a de plus en plus d'acteurs. Et on a aussi de nombreuses entreprises, des grosses entreprises qui vont lancer leur petite marque en DNVB, mais qui d'ailleurs ont des gros financements, ou viennent eux-mêmes financer des marques. Et aujourd'hui, donc, il y en a aujourd'hui qui ont des difficultés et qui ont du mal à se développer. Donc nous, on recommande fortement, effectivement, de mettre en place toute une stratégie CRM ultra complète, qui va démarrer du tout début, la première visite de la personne, jusqu'à son renouvellement, où elle aura peut-être acheté une dizaine de fois, une quinzaine de fois, pourra recommander la marque à ses amis, à sa famille, offre ce genre de produit en cadeau justement à Noël, etc. et devient vraiment un incontournable pour ces gens. Et vraiment, ces deux canaux permettent tellement de développer le relationnel qu'on arrive à vraiment une autre sphère, quoi. On n'est plus sur la publicité one-shot qui touche tout le monde. On arrive vraiment à des messages ultra personnalisés qui parlent directement à la personne à qui on envoie le message. Ok, c'est encore assez... Tu penses que c'est encore réservé au DNVB, ce genre de mindset de e-commerçants qui travaillent la relation client, ou est-ce que quand même de plus en plus de marques un peu plus institutionnelles arrivent à s'y mettre? Même les institutionnels s'y mettent de plus en plus, effectivement, mais ils se rendent compte à quel point aujourd'hui le consommateur est frivole.
il achète une fois chez toi et le lendemain, il va chez ton concurrent. Parce que il y a la question du prix. On parlait de l'inflation tout à l'heure qui va toucher les marques, mais ça touche aussi les consommateurs, nécessairement, qui ont aujourd'hui un budget qui est défini et ils vont devoir faire des arbitrages, donc exclure des dépenses. Et généralement, on va se concentrer sur les dépenses de nécessité. La nourriture, l'eau, tout ce qui va être l'hygiène, et même encore l'hygiène se réduit de plus en plus dans les ménages. Donc aujourd'hui, voilà, les gens, ils font des arbitrages. Donc obligés de réussir à travailler une relation qui fait en sorte que la personne se souvient de la marque, mais aussi s'y attache, développe une confiance envers cette marque-là. Et la question du communautarisme aujourd'hui, avant, elle était centrée, on va dire, plutôt autour de la société. Maintenant, il est vrai qu'il y a de plus en plus de marques qui développent des communautés qui sont très attachées envers ces marques-là. Et les gens, aujourd'hui, n'ont pas honte de porter fièrement un logo, par exemple. J'appartiens à cette communauté, je partage ces valeurs-là avec telle marque. Et on voit des grandes marques qui, ont des millions de personnes dans leur liste email. Donc, ils sont obligés de faire un énorme travail de segmentation. Mais elles ont pris le temps, parce que ça demande du temps quand même de bien comprendre quel parcours client, où emmener la personne, alors que tu as un fichier qui est tellement complet depuis le temps que tu as besoin de dépoussiérer clairement la situation. Et voilà, ils s'y mettent de plus en plus et clairement aujourd'hui on voit des stratégies de campagne ultra personnalisées qui proviennent de marques qui sont présentes depuis des dizaines d'années. Ok. Alors, bon, tu l'as dit, effectivement, relation, c'est peut-être le point principal pour te développer et te démarquer de la concurrence et puis fidéliser une clientèle. Est-ce que tu peux nous cartographier un petit peu ce que seraient les grands principes, les grandes bases de ce qu'est une relation client bien construite, bien envisagée en fait? Ça passe déjà par la compréhension de la personne. Et généralement de l'ensemble des personnes, de l'ensemble des types de profils en fait qui peuvent être dans ta liste email et qui peuvent devenir tes clients. Donc tu as besoin de comprendre pourquoi ils viennent à toi, quels sont leurs besoins, quels sont leurs problèmes, qu'est-ce qui les impacte aujourd'hui dans leur vie de tous les jours. Là, on prendra l'exemple d'une marque, on va prendre un cas pratique, mais la majorité des marques aujourd'hui sont dans un domaine qui règle un ou plusieurs problèmes. Donc déjà, c'est le b.a.-ba de savoir pourquoi les gens viennent à toi. Ensuite, il faut vraiment que tu déconstruises l'ensemble du tunnel du parcours client, comme je te disais, la première visite, en passant par un renouvellement, une fidélisation complète, et en allant par la première vente, la deuxième, la troisième, et le fait qu'on essaye au maximum d'éviter que la personne parte. Et comment on fait? C'est en envoyant, c'est tout simple, mais le bon message au bon moment, à la bonne personne. Donc, je pense que la première des choses, c'est de segmenter l'ensemble du parcours et ensuite des profils. Tu vas avoir les personnes qui ont un énorme problème, qui peuvent acheter dès la première fois, dès la première visite. Tu as des personnes qui vont avoir besoin d'être informées, d'être rassurées, à la fois vis-à-vis de la marque, mais aussi vis-à-vis de leurs problèmes. Est-ce que c'est vraiment ce problème-là qu'ils ont? Est-ce que c'est vraiment la solution que tu proposes qui est la bonne? Comment tu réussis à convaincre la personne que c'est vraiment ta solution qui est la meilleure pour elle? Et ensuite faire en sorte que, on va dire, l'idée même de penser à la concurrence est annulée dès le début. Donc pour ça, un bon relationnel, c'est parler de la bonne manière à la bonne personne. Tu es obligé de bien comprendre ta personne, de ton profil. Donc, moi, je conseille fortement d'envoyer beaucoup de contenu, surtout dans une première phase, afin vraiment de construire une relation. Et que tu construis une relation on va dire, en abordant plutôt la pluie et le beau temps, comme dans une relation humaine. Tu vas pas, dès le début, parler d'amour, parler du futur avec la personne. Tu laisses filer et tu t'y vas de manière douce, segmentée. Donc voilà comment je peux imaginer un petit peu la chose. Donc ça passe, si je pouvais aller un peu plus loin, clairement, tu récupères l'adresse email de la personne ou son numéro de téléphone, un message de bienvenue, tu fais partie de la famille, tu nous rejoins, bienvenue chez nous. Chez nous, tu vas obtenir ceci, tu vas gagner cela. Tu as tel problème, on va le régler de telle manière, de telle manière. Restez connectés et regardez notre newsletter régulièrement parce que vous allez trouver toutes les réponses à vos questions. Ensuite, on apporte de la valeur. Et de temps en temps, des emails de vente, des petites propositions, mais qui sont toujours juxtaposés au contenu que tu as proposé précédemment. Tu vas proposer un contenu pour par exemple, manger des produits sains. Et quels sont les aliments qui t'apportent le plus de minéraux, d'oligo-éléments, etc. Et le lendemain, ou le surlendemain, ou à la suite, tu vas envoyer un email qui va proposer ce produit-là. Réappuyant sur ce que tu as dit précédemment.
finalement, voilà, c'est pas quelque chose, on ira plus loin dans le procédé, mais c'est pas quelque chose de très complexe. Bah, en fait, je pense qu'il y a un problème c'est pas un problème, mais c'est que beaucoup de marques en fait n'arrivent pas à se créer cette ligne éditoriale en fait, à créer vraiment leur stratégie de contenu, à se dire qu'est-ce que j'ai à raconter, qu'est-ce que je peux raconter si c'est pas pour vendre. Et donc c'est un peu, bah, moi c'est un peu ce que je fais aussi, c'est de se dire ok quelle valeur on peut transmettre, expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, quelle histoire on veut transmettre, voilà, éduquer en fait, éduquer les lecteurs à pas forcément au produit mais aux problèmes qu'on résout et oui faire rejoindre en fait ces lecteurs un peu dans notre ouais. Demande à ce que la marque se connaisse bien aussi. Totalement, ouais, c'est vraiment totalement. très important. C'est que la première chose, c'est le persona, mais vraiment la chose originelle, c'est la marque. Ouais. Pourquoi elle existe, qu'est-ce qu'elle vend, à qui elle le vend, comment elle le vend. Et derrière, tout simplement, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans mon agence et qu'on fait beaucoup avec nos clients chez Ragnar Email, c'est que on va vraiment faire en sorte de tout standardiser, tout préparer. On pose sur plusieurs fiches tous les fondamentaux de la marque, de la cible, comme je te disais, et ensuite de comment on va réussir à la mener à l'objectif maximum qui va être, et encore ce maximum, on peut aller plus loin et on va plus loin, mais on se dit 40% de chiffre d'affaires généré par email et par SMS, c'est vraiment le moment où on se dira on a vraiment réussi notre mission. On a vraiment atteint l'objectif qu'on avait fixé à la base. Donc, pour cela, vraiment, la marque doit vraiment se connaître. C'est la priorité. Et c'est pas forcément extra complexe, mais voilà, il faut poser des questions. En fait, il faut se poser des questions. Ouais. Et trouver le pourquoi du comment. Alors, est-ce que tu peux justement nous raconter rapidement quel est le process quand tu onboard une marque en fait pour qu'elle se connaisse, pour qu'elle traduise en fait tout ça via du contenu. C'est quoi un peu les étapes par lesquelles tu passes pour faire ça? Déjà, on va passer par un audit, histoire de vraiment prendre une cartographie, prendre photo de l'ensemble, savoir où elle en est, pardon. Qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi elle l'a fait, et qu'est-ce qui manque. On fait le pour, le moins, et on voit comment on peut réussir à compléter tout ce moins. Ensuite, on va demander à nos clients de remplir des fiches. Justement, on a une cinquantaine de questions qui vont vraiment nous permettre d'identifier clairement aujourd'hui quelles sont les fondations sur lesquelles on va s'appuyer pour travailler toute la stratégie. Parce que l'objectif d'une stratégie email, SMS, CRM en général, c'est d'être un bras, en fait, une continuité du corps de la marque. La marque est un corps humain. Tu vas avoir le bras front-end, tout ce qui va être la publicité, etc. Et le bras back-end, tout ce qui va être la stratégie CRM, tout ce qui s'envoie ensuite, email, SMS, les séquences somatiques, les newsletters, etc. etc. Donc voilà, il y a vraiment une construction à faire. À partir de là, on va scénariser. On se dit, OK, le parcours, on l'a identifié de telle manière. Généralement, en e-commerce, un parcours client, il est similaire. Que ce soit un produit d'hygiène, un produit de beauté, un gadget, même des fois des choses beaucoup plus chères, comme des bras zéro, Ouais. qu'on pourra aborder plus tard. par exemple. Mais voilà, c'est des psychologies en fait d'achat qui partent d'un besoin, qui partent d'un problème et qui arrivent sur une solution. Peut-être que l'éducation, mais peut-être que l'éducation aux produits, en tout cas le cycle de vente, le cycle d'achat est quand même plus long pour des produits plus chers. Forcément, c'est à moduler, mais c'est vrai que la psychologie de vente en fait reste la même. Elle reste la même, même pour une voiture par exemple. J'ai besoin d'avoir un véhicule pour me rendre au travail et pour faire ma petite vie. Donc, il me faut une voiture qui a 4 roues. Je me renseigne, il me faut telle option, ou finalement, il me faut un véhicule tout simple. Très bien, je l'ai trouvé, je l'achète, mon problème est réglé. Je peux enfin aller bosser tranquillement tous les jours. Si j'ai besoin d'avoir un produit de beauté parce que peut-être j'ai des cernes, etc., j'ai des cernes, j'ai besoin de les cacher, j'achète un produit, je les mets, mes cernes sont cachées, je suis heureux, je suis satisfait. Donc finalement, la psychologie est la même. Après, effectivement, tu vas avoir des procédés des fois qui vont être beaucoup plus longs. Mais quand une personne a compris qu'elle a ce problème-là et qu'elle doit acheter, généralement que c'est un produit à 50 € ou que ce soit un produit à 600 €, si la personne a déjà fait elle-même un pas, il est beaucoup plus facile qu'elle fasse le deuxième. Voilà. Des fois, c'est tout simplement des petites relances, etc. Mais voilà, pour retourner au centre de notre discussion concernant la stratégie, la scénarisation, donc on arrive justement à la partie où on se dit, très bien, comment on va faire en sorte d'apporter le plus de résultats le plus rapidement possible. Donc la priorité, pour rentrer dans le dur, c'est les séquences automatiques. Aujourd'hui, les marques doivent vraiment prioriser cela. Et étonnamment, là on a de plus en plus d'audits parce qu'on
ça tombe pas mal en ce moment. Et je vois beaucoup de marques qui font plus de newsletters que de séquences. Il y a un gros travail de fait sur la ligne éditoriale qui des fois est très bonne, mais des fois assez mal maîtrisée. Par contre, sur la partie séquence automatique, c'est vrai que c'est un peu chou blanc. Voilà, il y a une séquence d'abandon de checkout, des fois une séquence de bienvenue, mais rarement, sauf si elles ont été accompagnées au préalable, ça va jamais plus loin que ça. Donc, et pourtant, c'est ce qui ramène le plus de chiffres. Vraiment, si tu prends une stratégie, 100% de chiffre d'affaires généré par l'email, allez, plus de 80%, c'est de la séquence automatique. Derrière, on scénarise cela. Préachat, avant que la personne achète. Comment on fait en sorte que la personne rentre dans la liste email, soit conquis, et passe à l'action. Donc, on va procéder en fait à un entonnoir, hein, tout simplement. Voilà, on a une vision un petit peu stratégique long terme, donc on se dit, ok, on démarre de la première base qui est la personne vient sur le site la première fois, on essaie de récupérer son adresse email, une petite pop-up, tester à différents moments, à différents endroits, à différents types de personnes, on capte l'adresse email. Alors justement, pardon, qu'est-ce que tu mets dans cette pop-up? Bon, il y a le classique moins 10%, mais comment est-ce que tu l'amènes? Qu'est-ce qui performe en fait en termes de pop-up? Toi, tu disais 10%, mais une réduction quand même, c'est ce qui marche le mieux. Bah ouais. Par contre, il n'y a pas besoin d'aller à 10%, 15%, 20%. Tout dépend bien sûr du prix du produit et de la stratégie marketing en général. Mais là, on teste le minimum du minimum. Si c'est des produits à plus de 100 euros, on propose un maximum de 10 euros de réduction. Et si c'est en dessous de 100 euros, on va tester un 5%. 5%, c'est vraiment minime. Et en fait, généralement, il suffit simplement d'offrir un cadeau pour que l'effet de levier soit activé. Il n'y a pas besoin de proposer une masse de réduction. Une simple réduction de 5% suffit largement. Et on a testé, depuis quelques temps, un cadeau supplémentaire, un e-book de 5 pages en plus de la réduction. Donc, on augmente la valeur du papier cadeau, quoi. Donc derrière, la personne a une réduction, c'est très bien, et elle a un e-book en plus. Et généralement, c'est un e-book pratique. Par exemple, si on est dans la cosmétique, comment avoir une belle peau en 30 jours. Voilà, 5 pages de conseils, de recommandations, dans lesquelles on va en plus mettre en avant nos produits. Derrière, la personne s'inscrit parce qu'elle a une réduction et un cadeau qui va l'aider à aller encore mieux ou à aller encore plus loin dans la solution à son problème. Toujours dans une volonté d'apporter une valeur qui fait que la marque se dise, ils m'ont donné ça, mais en plus de ça, ils cherchent vraiment à m'aider, à m'accompagner. Ouais. On n'est pas que dans une relation commerciale, on est aussi dans une relation, entre grands guillemets, éducative, accompagnante. Et ça, les gens, ils aiment bien être accompagnés. Ouais. Et c'est une grande partie de l'attachement qu'une personne peut porter à une marque. C'est « j'ai été aidé ». Une personne qui vient vers toi et qui t'aide de manière spontanée, avec le sourire, et qui est vraiment sincère dans sa démarche, même si tu le connais pas, tu vas porter d'un coup une grande confiance envers lui, tu vois. C'est quelque chose qui marque. Et voilà. Mais c'est quelque chose, voilà, qui... Non, mais pour aller dans ton sens, effectivement, tu mets en place des quiz ou tu mets en place ce genre de choses, tu fais marcher l'engagement, en fait. Et dès que tu engages la personne, on en a déjà parlé sur d'autres épisodes, mais dès que tu engages, en fait, la personne, que tu fais un pas vers elle et qu'elle vient vers toi, bah, c'est parti, quoi. Typiquement, le quiz, pour les marques de cosmétiques, c'est parfait. À la fin, tu donnes un produit, après avoir répondu à quelques questions, tu lui donnes un produit ou un pack de produits sur mesure avec des guillemets, mais tu vois, bien adapté en fait à ta routine. Exactement. Bah, typiquement, ça force à l'achat, quoi. Ça force à l'achat. C'est une question de personnalisation et c'est aussi quelque chose qui va être de plus en plus importante à l'avenir dans le e-commerce. C'est cette question de personnalisation. Autant dans la démarche de contact que dans l'expérience utilisateur sur la boutique et dans, j'en reviens encore, l'entonnoir. Ouais. L'entonnoir. À chaque étape, il doit y avoir une expérience personnalisée. Et justement, la partie email et la partie SMS aussi qui est extrêmement importante, c'est que ce côté justement proximité. Ce côté, on a toujours de la distance entre nous, mais tu vas rentrer ton prénom, je peux l'employer. Donc, tu es, je veux dire, mis sur un piédestal. Je te connais, j'utilise ton prénom. Chaque humain adore son prénom. C'est quelque chose qui attire l'œil, qui me retient l'attention et qui donne envie d'aller plus loin. Donc, par exemple, mettre le prénom dans l'objet, ça peut augmenter de plusieurs dizaines de pourcents, voire faire un x2 sur le taux d'ouverture. Okay. Ça peut garder l'attention de la personne quand il est employé dans l'email au bon moment, que ce soit dans l'accroche ou dans l'appel à l'action. Jules, cliquez sur le bouton pour profiter de notre offre exclusive. Jules. Alors, comme ça, en plus, c'est aussi une idée de guider l'œil au bon endroit. Important, parce qu'un email, il est composé de divers éléments.
le SMS, c'est plus simple parce que c'est beaucoup plus court. Un SMS, c'est ultra concis. Tu fais quelques mots. Ça tient dans un post-it, quoi. Ouais. Clairement. Le scénario d'un mauvais film. Mais c'est vraiment hyper efficace. Et dans l'email, voilà, tu peux personnaliser, tu peux citer les produits que la personne a vus, tu peux lui montrer les produits qui sont liés à ce qu'elle a vu, ou au contraire, qui sont des produits qu'elle n'a jamais achetés, mais qui peuvent l'intéresser parce qu'elle a acheté tel produit, qu'elle a été sur la page de vente de 3, 4 produits qui sont liés à telle collection. Alors, tu peux vraiment aller extrêmement loin. Donc ça fait vraiment partie du discours et du parcours plutôt, je veux dire. Lorsqu'une personne s'inscrit, généralement au début, tu vas avoir des produits qui rapportent le plus de chiffres. Genre 2-3 produits génèrent 50%, 60% du chiffre d'affaires. Donc des best-sellers en fait. Les best-sellers, c'est ceux à proposer assez rapidement parce que tu sais que c'est eux qui attirent le plus de ventes. Donc, proportionnellement, c'est eux qui sont le plus amenés à vendre. D'autant qu'au début, tu n'as pas de recul, tu n'as pas de passif vis-à-vis de la personne qui s'inscrit. Donc, il faut, on va dire, maximiser les chances. Tu présentes ta marque, tu présentes tes valeurs, toujours insister sur le côté communautaire, tu présentes les meilleurs produits. Après, tu vas avoir le deuxième email de bienvenue qui va aller un peu plus loin, mais généralement, l'email numéro 1, c'est lui qui va faire le plus de ventes. En deuxième étape, pour démarrer une relation, tu vas avoir les personnes qui vont faire des abandons de panier. C'est plutôt un abandon de checkout. Vraiment, la nuance est importante parce que c'est 2 étapes bien différentes. Tout le monde parle d'ajout au panier, d'abandon de panier, mais vraiment, ce dont tout le monde a en tête, c'est l'abandon de checkout. Qui est plus engagé déjà qu'un simple panier. Exactement. La personne, elle arrive, elle rentre dans le magasin, elle prend le produit dans les mains. Tu sais que c'est beaucoup plus facile que la personne s'y arrête simplement à la vitrine. Là, c'est pareil, dans le checkout, la personne, elle a rempli ses coordonnées, elle est passée à l'étape. Il y a quelque chose qui l'a fait s'arrêter. Donc, pour aider les personnes qui vont nous regarder, généralement, c'est pas le prix qui fait que les gens annulent, abandonnent leur commande. C'est généralement manque de confiance. Je ne connais pas le site, je ne sais pas d'où il sort, je vais me renseigner. Je vais prendre le temps de voir un petit peu ce qui va se passer. Ensuite, je compare. Tiens, ce produit, il a 59 €, je vais aller voir les concurrents, je ne sais pas ce qu'ils proposent. Ensuite, j'ai pas le temps. Donc, tout simplement, le fait de relancer avec un email et un SMS tout simple, sans aller très loin dans le discours, ça suffit largement à aller récupérer plusieurs pourcents, 10-15% de panier. Donc, voilà, c'est tout simplement un manque de temps, un manque de confiance, un manque d'éléments, un manque d'informations. C'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler au début. Et proposer un code de réduction, mais dans la séquence d'abandon de checkout, plutôt au 3e email. Ouais. Avant. Donc réassurance beaucoup. Réassurance, confiance. Et ensuite, pourquoi pas un incentive. Enfin, pardon. On te rassure, on est là, on est dans la plénitude, on est là pour être ensemble et se prendre par la main. Et si vraiment tu doutes, ou si vraiment c'est le prix qui te titille, prends un petit pourcentage, 5%, 10% maximum. Avec un petit risque qui est, bon, bah voilà, on a compris la technique, du coup, on va attendre le 3e mail, on va attendre la réduction, et puis... Ouais, mais si la personne le sait, c'est qu'elle est déjà venue dans la séquence d'abandon de panier, donc elle a déjà eu l'occasion potentiellement d'acheter. Et si elle est cliente et qu'elle le fait pour réavoir un code promotionnel, et bah au moins, c'est le jeu. On arrivera à la pêcher. On arrivera à la pêcher. Si le poisson, il sait qu'il y a quelque chose, il tournera autour, mais au bout d'un moment, il y aura potentiellement l'occasion de l'avoir. Alors... Donc là, on a parlé d'un tout petit segment en fait des séquences automation, mais pour bien se mettre en fait dans le bain, on va prendre un exemple concret dans lequel tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu comment toi t'envisagerais toutes ces séquences automation. Pourquoi pas aussi parler des campagnes donc, qui ne sont pas automation, mais que voilà qui sont en partie automationnées. Ouais, on aura compris le mot, mais qui de base en fait ne sont pas automatiques en tout cas. Mais voilà, on va prendre le cas d'une marque. Alors on va prendre le cas d'une marque alimentaire qui vend des produits alimentaires avec un panier moyen, on va dire entre 15 et 50 €. Je laisse une fourchette assez large, tu vois, mais voilà, qui vend des produits un peu sains, un peu made in France, etc. Qui est une DNVB, donc qui est née sur Internet, qui est assez récente, qui n'a pas un énorme track record, donc comme je dis, qui est assez récente, et qui fait entre 100 et 200 000 € de chiffre d'affaires par an, par exemple, qu'on est un peu au début, mais qui cherche de la croissance et qui cherche à vraiment passer, alors peut-être pas de 0% par email, mais en tout cas d'atteindre ces 30 voire 40% de chiffre d'affaires attribué à l'email. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu travaillerais, comme si cette marque venait te voir, quel audit tu ferais, comment est-ce que tu travaillerais cette stratégie pour en arriver là? Premièrement, effectivement, on effectuerait un audit, donc on regarderait l'ensemble de la stratégie actuelle, on regarderait les séquences,
on regarderait les statistiques générales de ces séquences-là, mais aussi bien sûr des newsletters. On regarderait ce qui a été fait au niveau de la segmentation. On voit ce qui est présent, on voit ce qui n'est pas présent. Après, on remet immédiatement une petite note, toutes les recommandations qu'on a et sur quoi on va œuvrer très rapidement. À partir de là, on va se concentrer, comme je te disais, sur ce qui ramène le plus de chiffres. Mais en parallèle, travailler aussi très rapidement sur la partie relationnelle, transactionnelle. Donc, on identifie aujourd'hui, si, imaginons la marque, elle a déjà une séquence d'abandon de checkout qui surperforme, qui récupère 30% des abandons de panier, etc. On ne va pas aller travailler dessus tout de suite. On va simplement, après avoir fait valider les templates de design, de rédaction, on va simplement la mettre à jour avec la nouvelle imagerie graphique, mais on va la laisser telle quelle. On va vraiment travailler sur là où on peut apporter le maximum de résultats. Mais généralement, c'est abandon de checkout. Il faut la relancer. Séquence de bienvenue. Les séquences de bienvenue, alors j'expliquerai un petit peu plus tard, mais on fait déjà quelque chose de généraliste pour la première partie du tunnel, qui est les personnes qui ne sont pas inscrites à la liste email. Elles viennent, peut-être pour la deuxième fois, peut-être pour la première, peut-être pour la 10e, mais elles ne sont pas dans la liste email. La pop-up leur est destinée. Ok, donc elles arrivent sur le site, mais elles ne sont pas du tout clientes, elles n'ont jamais acheté. Elles ne sont jamais inscrites, elles n'ont pas fait d'abandon de panier, tu vois, elles ne sont pas rentrées dans la liste. Donc là, l'objectif, c'est d'engranger du contact qualifié. On engrange, à travers ces pop-up, des abandons de checkout. Ensuite, il y a aussi les séquences qui sont sur le côté, type abandon de navigation, l'abandon de panier, donc l'add to cart. Les deux fonctionnent à travers un cookie. C'est un petit cookie. Alors, c'est ça ma question. En place et qui va aller fouiner et chercher le déplacement des gens sur le site. C'est ça ma question. Abandon de navigation, la personne n'a théoriquement pas mis son email du coup. Alors, l'abandon de navigation, la browse abandonment, qui fonctionne sur l'Active Insight et sur le View Product sur Klaviyo, c'est la séquence qui suit les gens qui sont déjà inscrits dans la liste email. D'accord, ok. Et qui sont suivis grâce au cookie. Et ce cookie ne peut les suivre que parce que il y a déjà la personne enregistrée dans la liste Klaviyo. Ok. Donc là, browse abandonment, c'est abandon de navigation. Contextualisé, la personne elle vient sur ta boutique, elle se balade, mais elle ne fait ni ajout au panier, ni abandon de checkout, ni achat. Elle part. Et là, l'objectif, c'est de lui représenter le ou les produits qu'elle a vus et idéalement de lui faire une petite proposition, une petite réduction. Et lui apporter des arguments forts, la rassurer, lui dire tiens, t'as vu ça, ça peut t'intéresser, n'hésite pas à passer à l'action. Et ça marche bien. Add to cart, c'est l'étape avant le checkout. La personne fait un ajout au panier, elle l'abandonne, et parce qu'elle est déjà dans la liste email, comme l'abandon de navigation, le cookie peut la suivre et lui renvoyer un email en disant ah bah vous avez abandonné votre panier. C'est similaire à l'abandon de checkout. Clairement dans le message tu peux avoir les mêmes emails. Donc ça marche très bien, mais c'est vraiment deux étapes différentes. Donc là c'est vraiment l'idée de renforcer au maximum et d'être présent, quelle que soit l'action de la personne, avant qu'elle passe commande. L'objectif étant de la convertir. Lorsqu'elle achète, on passe sur la partie transactionnelle. La partie transactionnelle, c'est tout ce qui va être le suivi, le relationnel post-achat. Donc, l'idée, c'est de rassurer la personne et de la satisfaire. Donc, au début, suivi colis. Voilà, on lui envoie toutes les notifications. Déjà, confirmation de commande. Départ du colis. Numéro de suivi, envoyé automatiquement par email. Donc ça, l'idée, c'est si vous utilisez Klaviyo, quel que soit l'outil d'email marketing, c'est de connecter ce qui vous permet de faire la logistique, l'outil de logistique, que ce soit du Big Blue, du Aftership, du Trek 17, etc., même Chronopost, et vous le reliez à Klaviyo. Et vous uniformisez toute la stratégie transactionnelle avec le même design, le même ton rédactionnel, histoire que la personne qui achète reste et baigne dans le même univers. Pour éviter les doublons avec un email automatique du transporteur, quoi. Exactement, déjà. Et pour vraiment que la personne voit que, quelle que soit l'étape dans laquelle elle est, c'est toujours le même type d'email envoyé, la même couleur, le même type de ton, la même personne qui signe les emails. Moi, j'aime bien humaniser les marques. Ouais. Donc, on essaie vraiment tout le temps de trouver un prénom qui s'adapte bien au profil type des clients de nos clients. Donc, par exemple, ça va être Léa de Ragnar Email. Ça va être Sandra de Sephora. Pas de publicité, on n'est pas sponsorisé, je précise. Mais voilà, c'est hyper important parce que les personnes veulent s'identifier et parler à un humain. Ouais. Et on parle à un humain, ça appuie toujours la partie confiance, création de relations, renforcement de celle-ci sur le long terme. Ouais. Hyper important. Et moi, j'appuie vraiment dessus.
Donc voilà, après, donc suivi colis, la personne est contente, elle reçoit le produit chez elle, dans un état impeccable, le relationnel, le service après-vente a été là. Si elle a une question, on indique toujours que vous pouvez contacter le service après-vente, etc., numéro de téléphone, idéalement. Comme ça, la personne sait que quoi qu'il arrive, on est là. Cette étape validée, on la laisse un peu s'amuser avec son produit, le tester, se faire un avis. Donc là, elle a bien mangé, elle s'est fait, voilà. Exactement, oui, on est dans l'alimentaire, donc voilà, elle a mangé ses petits cookies, ce genre de choses. Tu lui mets un petit, en premier colis, par exemple, une petite surprise, un petit bonus, un petit produit en plus supplémentaire, voilà, pour vraiment augmenter la satisfaction client, peut-être. Ça, on le recommande toujours à nos clients. On recommande, et c'est vraiment formidable. C'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé il y a quelques temps. Moi, je dirais que ça fait vraiment 6 mois, 1 an que les marques le font de plus en plus. Un peu plus. Mais c'est vrai que j'aime bien recevoir une petite lettre, écrite à la main. Avec voilà, c'est ton prénom, on te dit merci beaucoup pour votre commande, c'était un plaisir, profitez bien et à la prochaine, quoi. Ouais. Petit code promotionnel en plus écrit à la main, voilà, ça rajoute toujours un petit côté artisanal qu'on aime bien aussi avoir, qui nous permet de nous rapprocher un peu plus de notre humanité. C'est moins des machines qui font les choses, c'est l'humain qui intervient à différentes étapes, que ce soit autant dans la production que dans le marketing et dans le contact avec la personne. Donc ça plaît bien. Et ceci fait, l'objectif il est de récupérer un avis ultra positif. Mais on va pas envoyer une demande d'avis on-site ou sur un externe type Trustpilot, avis vérifié. On va envoyer un questionnaire qui est envoyé majoritairement 10, 15, 20 jours après la réception du colis. On pose quelques questions, assez peu, mais pour maximiser le taux de réponse, 3 à 6 questions maximum, des petites questions. Genre, est-ce que le produit vous plaît? Est-ce que le service vous a convenu? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des reproches, etc. On change un peu les questions, on teste pas mal de choses. Et l'objectif, il est que les personnes satisfaites nous le disent directement, nous écrivent potentiellement un avis directement dans le questionnaire, et que les personnes insatisfaites puissent l'indiquer à la marque, que ça puisse remonter pour pouvoir justement aussi améliorer les produits, améliorer le service. Tout ça participe à une effervescence pour la marque, mais en même temps qu'on évite d'avoir des avis négatifs sur le site. Des avis négatifs entre Et les personnes qui sont satisfaites, on leur renvoie un petit email automatique. On leur demande, voilà, on est satisfaite. Ça nous oblige, par contre, à donner un cadeau. Parce que la personne a déjà laissé un avis. Ouais. C'est compliqué d'aller lui demander de lui laisser un autre, gratuitement. Ouais. Donc, lui donner un petit cadeau, une petite récompense. Généralement, soit un code promotionnel, un bon d'achat, ou si vraiment les marques peuvent se le permettre, et je conseille pour des petits produits, offrir un cadeau. Voilà, donc tu offres un petit truc à 5 euros, 10 euros. Toi, ça te coûte 1 ou 2 euros, 3 euros, 4 euros avec les livraisons. Mais si tu obtiens 1000 avis, 3 euros chacun, 3000 euros de dépensés. Par contre, 1000 avis, voilà, tu imagines sur Trustpilot, tu tapes le nom de ta marque, tu as 497 avis, 5 sur 5 ou 4,8 sur 5. Ça pèse énormément. Ouais. Et derrière, pour les plus heureux, tu essaies de négocier pour un avis vidéo. Ça, sur Instagram, toute la partie UGC, ça fonctionne tellement fort que ce soit sur Insta, mais bien sûr aussi la communication générale, les publicités, sous les pages de vente. Un avis vidéo, c'est écrit. Tu as des stats un peu sur la vie vidéo, parce que c'est vrai que tu vois, de prime abord, on peut se dire c'est plus compliqué à aller chercher. Est-ce que tu as un peu de stats là-dessus, un peu de retour là-dessus? J'ai pas de stats chiffrés parce qu'on n'a jamais... C'est vrai qu'on n'a jamais vraiment... On ne s'est pas concentré sur le taux de retour à ce niveau-là. C'est vraiment le client qui, lui, a plus de recul. D'ailleurs, on questionne, c'est vraiment pas bête. Mais je pense que c'est 2%. Ok. 5%. Après, si tu as vraiment une belle carotte, je sais pas, ton produit, imaginons, et sur toujours sur notre marque qui vend des cookies, tu offres un kit, un pack de 3 sachets de cookies. Bio, machin, très très bon, délicieux, fait en France, etc. Là, il y a forcément moyen que tu arrives à dynamiser fortement la récupération d'avis vidéo. Ouais. Et des conseils pré-mâchés à 99% de travail de la personne. Envoyez-lui un script préfet, récupérer ce qu'elle a déjà expliqué dans le questionnaire, en lui renvoyant, en lui disant, bah voilà, vous avez simplement à dire ça, ça vous prendra 30 secondes, maximum 15 secondes, 10 secondes, et vous participez au développement de notre marque, vous allez bénéficier d'un cadeau, et vous serez toujours en avant-première, en exclusivité pour les lancements de produits, les réductions, les offres commerciales, etc. Ouais. Pour vraiment leur donner un statut de VIP. C'est ça. Et bon, effectivement, montrer le produit en application, typiquement,
produit pour les cheveux, ce genre de choses. Bon bah voilà, tu te filmes en train de t'appliquer en fait le soin sur ta peau, sur tes cheveux, machin. Bah forcément, c'est bien plus pratique. Si tu vends, j'en sais rien, des bureaux, et ben forcément c'est un peu plus compliqué. Encore que tu pourrais montrer comment tu travailles dessus. Mais bon bref, Si tu peux, ouais. c'est une fois qu'on a vraiment bien engagé ces personnes-là, du coup quelle est un peu la suite des automations? Le but, il est de fidéliser. Ouais. Alors, j'ai oublié une partie, c'est qu'il est vrai que, en fait, les gens sont dans une excitation d'achat après avoir commandé. Ouais. Une excitation difficile à jauger explicitement, mais c'est plusieurs heures après la commande. D'où l'intérêt de faire une proposition de cross-sell immédiate. Et essayer d'avoir un deuxième email si la personne a fait une action. Par exemple, tu mets des conditional split, si la personne a ouvert et cliqué dans le lien post-achat qui lui propose un produit complémentaire mais qu'elle n'a pas commandé, tu peux envoyer un message en plein texte, un message écrit, sans design, sans rien, signé du nom du fondateur en disant « Ah bah voilà, je sais que vous avez fait ça. Vraiment, ce produit-là, il ira tellement bien avec celui que vous avez acheté que je vous conseille fortement et je vous propose même 20% de réduction, 30%. » Là, tu peux te permettre d'aligner un petit peu les billets pour pousser voilà, à la réachat immédiate. En disant en plus de ça que la personne le recevra dans le même colis, mais qu'il faut absolument commander dans les 8 heures. Code promotionnel qui va s'autodétruire et sinon vous ne pourrez pas l'ajouter dans la commande. Donc voilà, essaie d'exciter un petit peu plus la personne parce que les gens sont dans un désir continu. Et c'est vrai que cette folie consumériste, moi j'aime bien appeler ça comme ça, c'est un concept, mais cette folie consumériste qui tient ces quelques heures peut faire en sorte que la personne dépense jusqu'à, je crois que le chiffre c'est 70% en plus de ce qu'elle a déjà dépensé. Donc si elle a dépensé 100 euros, tu peux lui faire dépenser 70 euros de plus dans les 4 à 5 heures après la commande. Donc il faut y aller. Et après que la personne du coup là a été livrée, qu'elle a reçu son questionnaire, qu'elle a répondu, et idéalement qu'elle nous a laissé un avis. Si elle a laissé un avis, il faut essayer de la mettre dans une séquence différente, vraiment en les chouchoutant. On leur donne ce statut de VIP, on va au bout des choses. Mais voilà, quoi qu'il arrive, si elle ne l'a pas laissé, elle rentre dans les séquences suivantes qui sont fidélisation. Fidélisation, on te montre qu'on n'est pas là que pour te vendre un produit, on est là aussi pour t'informer, t'éduquer, te montrer que tu peux aller encore plus loin dans ta routine beauté ou dans ton alimentation, dans le fait de manger une alimentation plus saine. Peut-être maintenant, on va t'orienter plutôt du côté biologique. Maintenant que tu sais ce qu'il faut manger, comment il faut le manger, on essaie un impact un peu moins important au niveau de la société de consommation qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc voilà, on essaie vraiment d'aller plus loin et surtout de segmenter cette partie-là vis-à-vis des besoins et vis-à-vis des types de collections. Autant ça peut être plutôt généraliste au début vis-à-vis du pré-achat, mais lorsqu'on va dans le post-achat, il faut vraiment réussir à personnaliser, adapter le message. Parce que derrière, la personne le voit, le ressent, le sait. Et si tu es client, tu as acheté un pull et que tout le temps on te bassine avec... on te parle du même pull que tu as déjà acheté, bah, tu te dis, non, j'ai déjà acheté, je ne le rachèterai pas. Ça sert à rien d'essayer de me le revendre, ça sert à rien d'en parler en bien. Je sais qu'il est bien. Quand sur moi, il est hyper confortable. Parlez-moi de votre jean, parlez-moi de vos chaussettes, parlez-moi des choses qui vont venir le compléter. Mais vraiment, cette partie-là, il faut appuyer à mort sur le contenu. Éducation, contenu, astuces, recommandations. On fait en sorte que la personne puisse mieux vivre grâce à nos recommandations. Et ensuite, quand la personne est ultra attachée, qu'elle a gagné en confiance et qu'elle se dit « Ok, vous êtes beaucoup plus qu'une simple marque, une entité qui m'aide. » En plus, je me suis attaché à Louise qui envoie les emails, je me suis attaché au fondateur qui m'envoie des emails de temps en temps. Voilà, je vous connais. Je connais vos valeurs, j'y suis attaché parce que j'ai les mêmes. Maintenant, comment on fait? On va où? Là, on lui propose des produits, voilà, on essaie d'aller cross-seller, upsell, proposer des kits. Lorsqu'on est dans des produits consommables, alimentaires, cosmétiques, hygiène, etc., là, l'objectif, il est que la personne se renouvelle régulièrement. C'est bien beau d'acheter une fois. Si le produit il peut vraiment avoir un impact sur toi, et moi, en tant que marque, j'y crois, je suis sincère dans ma démarche, je sais que mes produits vont vraiment t'aider à mieux vivre, et je vais te proposer ces produits-là régulièrement, dans une stratégie de replenishment, vraiment une séquence de consommables avec, selon la durée moyenne de consommation, un email qui est envoyé à cet intervalle. Imaginons, tu mets 1 mois et demi pour consommer ta petite boîte de cookies, et même si... faut 3 jours. Faut vraiment être plus gourmand, voilà, j'allais revenir dessus, mais tu mets, imaginons, 1 mois parce que tu tiens un régime,
et tu t'y tiens, tu le respectes. Donc voilà, tu envoies un email tous les 3 semaines. Ouais. Tous les mois et demi. Après, essayer d'un email tous les mois, c'est bien. Là, Oui, il faut pas non plus envoyer tous les 3 jours, parce que après, ça se tente, hein, mais il faut pas non plus harceler, quoi. Produit et que tu sais que la personne va vraiment tomber accro. Ouais, voilà. Ah, vas-y, tu peux tous les 3 jours, il n'y a pas de souci. Mais il y a des marques qui y vont, hein, qui font tous les jours des produits, surtout des marques US. Ouais, bon, ça on en parlera effectivement de la régularité et du nombre d'emails que tu peux envoyer. Faut vraiment faire attention à tout ça. Et c'est pour ça que tout ce que j'explique depuis tout à l'heure, c'est dans une idée de respecter aussi, on va dire, ce cycle naturel d'encaissement, on va dire, des gens. Parce que y a pas que vous qui envoyez des emails. Il y a de nombreuses marques qui en envoient à côté. Il faut réussir à envoyer les bons. Ça, c'est toujours vraiment une idée principale. Comment est-ce que tu fais ça, du coup? Bah, déjà, en termes d'emails de séquence, on essaie d'avoir des espacements, sauf dans cette période d'excitation, de folie consumériste, où là, en abandon de checkout, on essaie d'envoyer 2 emails dans une seule journée, mais ensuite on espace d'1 à 2 journées, le temps de laisser la personne de réfléchir, de travailler un petit peu. Dans tout ce qui va être suivi colis, bah, de toute façon, pas le choix, ça dépend du délai de livraison. Mais par exemple, si c'est 15 jours de livraison parce qu'il y a X possibilités, on peut mettre 4 à 5 emails. Par contre, si c'est 3 jours, on va mettre 2 emails. Allez, peut-être un troisième si il y a un transit entre les deux, si la commande est envoyée de manière séparée, ce genre de choses. Mais au début, voilà, on essaye d'aller un peu doucement. Après, ça peut être un email, idéalement, toutes les semaines. Parce que la personne, voilà, si au bout de 2 emails, en une seule journée ou en 2 jours, tu n'arrives pas à la faire passer à l'action, c'est que déjà, elle a besoin de temps et que ça te permettra de trouver peut-être une autre approche. De créer un A/B test sur les emails suivants en te disant, OK, on a plutôt tendance à orienter le message sur tel problème ou sur telle manière de solutionner la problématique. Bah là, on va plutôt aborder tel sujet, on va plutôt mettre en avant des garanties, ou là, on va plutôt mettre 5 avis clients au lieu de 2. Voilà, on essaie d'étoffer un petit peu ce qu'on propose. Et après, pour les newsletters, parce que c'est aussi en parallèle, les newsletters, on recommande 1 à 2 par semaine, par segment. Mais là, faut parler de la segmentation aussi. La segmentation, elle est ultra elle est sous-jacente à cela, et elle est ultra importante. Il faut bien la réfléchir en amont. Pour aller vite et simple dans la segmentation, il faut identifier qui sont les prospects, qui sont les clients, identifier qui est engagé de qui n'est pas engagé. Donc l'engagement, on le définit vis-à-vis du nombre d'emails ouverts, du nombre de liens dans les emails qui sont cliqués, et du nombre de visites de la personne dans un temps donné sur le site. Donc par exemple, si la personne elle est venue 6 fois dans les 30 derniers jours, qu'elle a ouvert 4 emails et cliqué dans 3 liens, elle est ultra chaude. Donc c'est elle qu'il faut contacter en priorité. Donc si tu envoies 1 à 2 newsletters par semaine, eh ben, il faut que au moins 1 fois par semaine ce soit envoyé à ce segment engagé. Parce qu'il faut avoir des bonnes statistiques afin de s'assurer d'ailleurs d'avoir des bonnes ventes, mais aussi de s'assurer que dans la partie technique, le serveur qui envoie les emails a une réputation et il faut que ce serveur soit respecté et ait des bonnes pratiques. Parce que ce serveur est surveillé par une police des serveurs. Et si cette police des serveurs, elle détecte des malfaçons, des mauvaises pratiques, comme envoyer trop d'emails, envoyer des emails qui ont des mauvaises statistiques, envoyer des emails à des adresses emails qui sont invalides, qu'on appelle le rebond, etc. etc. S'il y a trop de désabonnements, s'il y a trop de marqués comme spam, tout ça, c'est des mauvaises pratiques qui alertent la police des serveurs. Donc, il faut au maximum avoir des bonnes statistiques et pour cela, envoyer des emails aux contacts qualifiés. Par contre, il faut quand même aller repêcher dans le panier toutes les personnes qui potentiellement peuvent être engagées, peuvent être qualifiées, mais qui n'ont pas répondu positivement parce que, je ne sais pas, les sujets des emails précédents ne les intéressaient pas ou ils étaient plus impactés par le problème qu'ils ressentent. Mais là, il revient. Voilà, parce qu'il y a des cycles, il y a des phases. Donc voilà, c'est tout un ensemble de réflexions. Il faut y aller étape par étape. Parce que tu peux envoyer trop vite, trop d'emails ou pas assez. Tu peux envoyer trop d'emails à trop de gens. Tu peux avoir trop de mauvaises statistiques, mais tu fais pas trop attention parce que tu as la tête dans le guidon. Surtout si tu délègues pas, si tu fais toi-même tes emails et tes SMS, tu peux avoir tendance à avoir tellement une focale trop proche de ce que tu fais que Alors, je vois qu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais tranquille. Non, t'inquiète, non, ça, il y a tellement de choses à dire que c'est une... Après, on peut rester 3 heures. Hein. Ouais. Mais du coup, non, mais en fait, à quel point, comment est-ce que tu prévois tout ça? Moi, ça m'intéresse de savoir. Ok, je pars vraiment de la feuille blanche. Bon,
à quel point, jusqu'où en fait tu prévois cette segmentation et le contenu que tu vas envoyer. Et puis ça m'intéresse aussi qu'on aborde le SMS, bien sûr. Comment est-ce que tu insères le SMS dans cette stratégie? Alors, pour la partie segmentation, je vais donner une technique, non, une feuille de route actionnable à copier-coller tout de suite maintenant. Donc, identifier les segments engagés, comme j'ai dit, identifier les segments clients, identifier les prospects. Les prospects, il faut les convertir. Donc, on leur propose les produits les plus achetés. On va de manière un peu incitative, de manière un peu plus agressive avec les prospects. L'objectif, c'est de les convertir et d'y aller franco. Ensuite, il va y avoir les clients. Les clients, il faut avoir un message plus poussé, plus adapté. C'est des personnes qu'il faut contacter en priorité lorsqu'il y a des lancements de produits. C'est des personnes qu'il faut contacter idéalement toutes les semaines. Lorsque je disais qu'il faut envoyer 1 à 2 newsletters par semaine, c'est qu'il ne faut pas oublier le fait que tu peux envoyer une newsletter au segment A et une newsletter 2 au segment B. Tu vois. Donc, si tu fais 8 emails par mois, 2 par semaine, tu peux contacter les contacts prospects engagés et les clients engagés. Les clients engagés, tu leur fais des propositions plus personnalisées via ce qu'on appelle des blocs products associés à des feed products. Ces feed products sur Klaviyo, si vous allez dans le domaine, si vous travaillez dessus, vous connaissez, au moins minimum. Ça permet de faire apparaître des produits de manière dynamique vis-à-vis de ce que la personne a déjà vu, de ce qu'elle a déjà acheté, ou de ce que les personnes en général dans ta liste email ont vu ou acheté. Donc ça te permet de personnaliser l'approche et de t'assurer d'avoir des résultats. Donc voilà, lorsque tu as des événements commerciaux, c'est ces gens-là qu'il faut contacter. Par contre, lorsque tu participes à des événements comme le Black Friday, là, il ne faut pas hésiter à y aller. Avec des campagnes, des campagnes agressives, des campagnes segmentées, mais des campagnes bien amenées, bien justifiées. Les gens, ils n'ont pas de problème à acheter et à se voir proposer des offres si c'est justifié. Ouais. Si tu vas leur envoyer un email en disant bah écoute, t'as une réduction. Ok, très bien. Et pourquoi elle est là Je ne comprends pas la raison. Voilà, moi je ne sais pas pourquoi tu me proposes ça. Alors que si tu viens, tu dis c'est Black Friday, hop, c'est le moment où il faut acheter, préparer Noël, préparer l'année prochaine, préparer l'hiver, il va faire froid. On propose des vêtements bien, des aliments bien gras, bien adipeux pour cet hiver, à 50% de réduction. Préparer l'hiver, justification, la personne va acheter. Ouais. Donc voilà, c'est important de travailler de cette manière-là. Vis-à-vis du contenu, un email de valeur, un email de vente, un email de valeur, un email de vente. T'alternes une fois sur 2. Avec un intervalle d'une semaine, la personne a le temps de digérer ton email de contenu. Elle a le temps de travailler un petit peu les raisons pour lesquelles elle devrait acheter tes produits. Tu lui fais un email de vente. Pas forcément une réduction. Tu présentes tes produits de la manière la meilleure aussi. Avec des bons arguments. Jouer sur l'émotionnel. Ne pas être trop technique. Ne pas être trop caractéristique. Jouer sur l'émotion. En achetant ce produit-là, vous allez mieux dormir. Vous allez pouvoir passer des nuits formidables et pouvoir vivre la meilleure vie. En achetant nos cookies, vous allez pouvoir passer des moments de gourmandise avec vos amis et ne pas avoir le temps passé tellement. Voilà, ce genre de choses. Essayez d'avoir une petite plume, tu Ouais, vois. bien sortir du lot avec ce que tu racontes et tout, et bien, ouais, effectivement, recontextualiser, divertir, etc. Jouer sur l'émotion parce que l'émotion touche le cœur. Tu vends avec l'émotion, de toute façon. Ça passe devant la raison. Ouais. Justifier ensuite avec la raison. Exactement. Les gens achètent. Donc voilà. Et SMS. Et après, voilà, donc pour les newsletters, on avait vu. Pour les SMS, c'est le frère jumeau de l'email marketing. Ouais. Ça marche extrêmement bien. C'est un petit peu différent dans l'approche parce que le SMS est quand même plus intrusif. Ouais. Il est quand même un peu. Ça va craindre, tu vois. On n'est pas encore. Ouais. C'est un peu plus violent, tu vois. Il est un peu plus de manière plus nuancée. Moi, je conseille d'envoyer 1 à 2 SMS pour 5 emails, en général. Mais ça doit être le duplicata de la stratégie email. Donc, si tu as une séquence d'abandon de checkout en email, il t'en faut une en SMS. Okay. Une séquence de bienvenue email, il en faut une en SMS. Et même si tu n'en as pas en email, il en faut en SMS. Si vraiment la première approche d'une marque n'est pas du côté de l'email parce qu'il y a 1000 raisons possibles, mais au moins se lancer en SMS, il faut le faire. Ça marche extrêmement bien. En termes de répartition de chiffre d'affaires, c'est 70% pour l'email, 30% pour le SMS. Les curseurs peuvent varier, mais généralement c'est ça. Le SMS, c'est de la vente pure et dure. Du transactionnel, mais un peu moins quand même de messages parce que
notion de tarif en fait qu'il a important. Le SMS, tu le payes à l'envoi du message. Si tu envoies 10 000 messages à 1 euro, et je fabule énormément parce que 1 euro c'est excessivement cher, mais imagine, tu vois, si tu vois 10 000 fois 1, voilà, ça fait 10 000 euros de dépensés d'un coup. Par contre, derrière, avec une vision de rentabilité, les SMS sont tellement efficaces, le retour sur investissement moyen, il est de x35 en déduisant le coût du SMS. Par contre, effectivement, si tu as une agence, il y aura une commission dessus. Par exemple, nos clients, ils font un x11 en moyenne avec le SMS. Rémunération payée, etc. Donc, d'ailleurs, c'est extrêmement important. Voilà, c'est une source de bénéfice qui peut devenir prioritaire, principale dans le cash qui rentre dans la trésorerie de la marque, tu vois. Mais le SMS, voilà, il doit être prêt des pincettes, duplicata de la partie email, les SMS de vente, checkout, de bienvenue, d'abandon de navigation. Ensuite, transactionnel, avoir 1 ou 2 SMS de suivi colis. Ça upgrade énormément la valeur perçue de la marque et la satisfaction du client. Parce que en plus des emails qu'il peut ne pas voir, il peut passer à côté. Ça peut tomber en spam. Il y a 1000 raisons pour lesquelles la personne peut passer à côté. Le SMS, tu as une visibilité maximale. Tu es sur ton téléphone, tu as une notif, déjà. Les emails, c'est pas tout le temps. Personne les active. En plus de ça, quand la personne retourne dans sa messagerie, elle verra forcément, parce que tu reçois moins de SMS que d'emails. Oui, non, forcément, le taux d'ouverture n'a rien à voir, j'imagine. Beaucoup plus importante. Le taux d'ouverture, il est de 98%. Ouais. Le taux de clic, en moyenne, c'est 30%. Okay. Transactionnel plus, mais voilà, avec des SMS bien écrits. Personnalisé, obligatoirement. Obligatoirement. Toujours utiliser le prénom. Essayer de rappeler ce qui s'est passé précédemment au travers d'un mot, au travers d'une variable qui présente le produit que la personne a déjà vu, par exemple. Ce genre de choses. Mais être concis. C'est l'art de sélectionner le bon mot à la place d'une phrase. Parce que la tarification des SMS se base sur le nombre de caractères utilisés. Tu as 160 caractères par palier. Ça dépend des outils, mais 160, 153. Palier 1, le SMS il est à 9 centimes. Imaginons globalisons. Palier 2, tu es à 18. Palier 3, tu es à 36, 72, etc., etc. Plus tu rajoutes de caractères, plus ça va coûter cher. Si tu rajoutes des caractères spéciaux, donc des accents circonflexes, des trémas, des emojis, et oui, les emojis, c'est le poison du SMS. Je déconseille fortement d'en mettre, ça sert à rien. Ça sert à rien. Dans les emails, c'est ultra utile, surtout dans les objets, parce que ça ressort dans la messagerie, tu vois. Mais dans les SMS, ça sert. Les gens ne sont pas influencés par un emoji. Sur WhatsApp, c'est pareil, c'est le même système ou... Je prends des grandes pincettes parce que WhatsApp, on n'est pas encore hyper familiarisé. Là, on est au tout début de l'aventure. Je suis en train de documenter ça sur mon LinkedIn. Mais là, on est vraiment au tout début. On rentre dans la grotte. J'ai à peine allumé ma lampe torche. J'ai besoin d'aller voir un petit peu. Plus de recul. Voilà, le fond de la caverne, à droite, à gauche. Mais on est en train de travailler un peu le sujet. La différence avec WhatsApp par rapport au SMS, c'est que WhatsApp, c'est plus conversationnel. C'est bilatéral. Alors que le SMS, quasiment tout le temps, c'est de l'unilatéral. La personne peut répondre, mais ça va être dans une boîte de SAV, tu vois. Pas de conversation qui va être effectuée. Alors que sur WhatsApp, tu as une fenêtre de 24 heures, la personne peut te répondre, tu peux lui répondre, tu as quelque chose de beaucoup plus personnalisé. C'est vraiment l'avenir du e-com, c'est la personnalisation. Ouais. Le WhatsApp est vraiment la troisième roue du carrosse. Il en manque une quatrième. Mais vraiment, voilà, la troisième qui vient apporter quelque chose en plus. Mais attention à ne pas cannibaliser le travail de l'email et du SMS. C'est pour ça que moi, je vois vraiment ça comme un puzzle. Un puzzle, chaque pièce va à sa place. Tu peux pas interférer dans la composition du puzzle. Il y a quelque chose d'intrinsèque. Dans cette exploitation de divers canaux qui finalement ont un seul et même but, vendre, créer du relationnel, il faut absolument que chaque canal ait sa propre utilité. Je trouve que l'email se porte de plus en plus dans quelque chose de relationnel. Le SMS, quelque chose de vraiment vendeur, commercial, pur et dur. Et le WhatsApp, ça viendra comme le levier final, le coup de marteau final, qui viendra donner vraiment sa forme à l'épée. C'est vraiment celui qui va réussir à convertir ceux qui ont besoin d'avoir des informations, qui ont des questions, qui ont besoin d'être rassurés, qui
sont ceux en fait qui peuvent être le plus frivoles sur le moment, mais qui ont besoin simplement de la phrase qui va les convertir. Ouais, Chose que tu peux pas en SMS parce que c'est plus généralisé. En email, pareil, c'est plus généralisé. tout à fait. WhatsApp, tu as les mots que la personne emploie, tu peux rebondir dessus. Tout à fait. Ou vraiment pour des campagnes très précises, de peut-être pour un certain segment de tes clients qui sont le plus engagés, et qui sont aptes en fait, ou pour des produits très personnalisés, tu vois, des produits limite sur mesure, limite plus haut de gamme. C'est par exemple, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, où tu peux faire vis-à-vis d'un questionnaire de questions posées. La personne te donne des informations qui viendront qualifier, enrichir la fiche contact, et en même temps, tu peux exploiter des bots qui, derrière, vis-à-vis des réponses, vont pouvoir proposer des produits ou proposer des packs de produits. À voir après comment tu travailles de manière logistique et de manière technique. Mais par exemple, j'ai une bêtise, la personne dit voilà, moi, j'ai tendance à trop manger. J'ai tendance à manger gras, manger trop sucré, trop salé, à n'importe quand dans la journée. J'ai tout le temps des fringales. Et là, par exemple, le bot sera capable d'aller réunir ces informations pour définir un panier que la personne peut acheter tout de suite. Et un panier sous forme de box mensuel que la personne peut renouveler en répondant oui, à travers un text to buy. Le text to buy, c'est je réponds oui, je réponds un mot, et ça active une automatisation, un renouvellement automatique. Okay. La personne sera prélevée tous les mois de 29,99 € et elle recevra sa petite box. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une expérience qui va beaucoup plus loin que ce qu'on a aujourd'hui en e-commerce et ce qu'on a surtout aujourd'hui en retail classique. Là, on est sur quelque chose où la personne a une expérience. J'aimerais bien avoir un terme qui me vienne, qui soit différent de personnalisé ou adapté, qui soit unique. Voilà. Ouais, unique, ouais. Parce que son voisin n'aura pas la même. Ouais. Il n'aura pas le même produit. Il n'aura pas. Peut-être il a un besoin qui est similaire, mais peut-être que lui, peut-être qu'il manque plus de potassium que de magnésium. Donc on va lui proposer plutôt de la pomme que de la banane. J'ai une bêtise, mais voilà. Donc, unicité. C'est vraiment tout l'enjeu aujourd'hui. En plus, avec la fin des cookies tiers, etc. Enfin, c'est à la fois, il faut de plus en plus personnaliser, et c'est de plus en plus compliqué, j'ai l'impression aussi, d'accéder à cette personnalisation, parce que voilà, le réglementaire, des clients qui veulent pas non plus, qui veulent protéger leurs données, etc. Donc c'est deux challenges en fait en même temps, quoi. Bah ouais, mais tout challenge est fait pour être Relevé, tourné, relevé et surmonté. Ouais, clairement. tout à fait. Donc il y a des idées. Tout simplement le fait d'être présent et justement de travailler un relationnel avec ta clientèle sur le long terme fait que ces personnes sont beaucoup plus aptes à pouvoir te donner d'elles-mêmes ces informations-là. Donc, ça demande effectivement à aller les questionner à travers de petites fenêtres qui apparaissent sur le site. Et ça, par exemple, Klaviyo, c'est excellent. Tu peux définir à quel type de profil tu fais apparaître les personnes qui ne sont pas inscrites à la liste email, les personnes qui sont déjà inscrites, les personnes qui ont déjà acheté, les personnes qui sont engagées. Et après, tu peux faire apparaître sur certaines pages, etc. Donc, derrière, tu peux réussir, lorsque la personne a été identifiée comme cliente qui a acheté des produits de telle collection, lui faire apparaître une pop-up en lui disant « Ah, gagnez 5% de réduction supplémentaire en répondant à ces 3 questions. » Tac, elle a simplement soit un QCM, soit des cases à cocher. Tac, ça vient s'envoyer sur la fiche client, la fiche contact, pardon. La personne la fiche est enrichie, toi, tu as plus de données. Tu peux travailler ta segmentation, plus d'informations pour pouvoir aller encore plus loin dans ce que tu fais. Et derrière, la personne, elle l'a donné de bonne grâce, sans être suivie par un cookie qui est un petit peu un espion présent dans l'ombre, que la personne n'a pas forcément accepté. Et que par défaut, elle va accepter les cookies sur le site. Oui, un peu par automatisme. Voilà. Que clairement, il y a aussi le problème d'avoir des fois des trucs un peu trop. Des fois, il y a le problème d'avoir des choses un peu trop intrusives. Tu sais, ces petites fenêtres qui te demandent justement à valider les cookies. Si des fois tu les refuses, tu as une fenêtre qui s'ouvre avec 1000 cases. Tu dois activer, désactiver selon tes préférences. Et la personne, des fois, elle n'a pas le temps. Ça fait bugger le site. Et des fois, c'est usant, tu vois. Donc, par défaut, tu vas les accepter. Ouais. Mais c'est pas un accord explicite de la personne qui l'a donné avec son consentement. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est pas quelque chose qui est donné avec de bonne volonté, quoi. Exactement. Il faut savoir qu'une personne qui donne quelque chose de bonne volonté s'en souvient. Il y a une manière inconsciente, elle sait qu'elle a donné son accord. C'est pour ça que si tu achètes une liste email, tu as 1 million de personnes, tu envoies un email à ce million de personnes, tu auras déjà des résultats absolument
ignobles. Moi qui vont dire mais vous avez obtenu qui Bonjour la CNIL, bonjour. Ouais. exactement. Tu prends des bannes, mais clairement les gens savent où ils s'inscrivent, ils savent où ils ne s'inscrivent pas. Et même s'ils sont inscrits à 1000 newsletters, ils seront capables d'identifier si oui ou non ils ont vraiment donné leur adresse email chez nous ou pas, tu vois. Donc si tu as ce gain de donner de manière sincère et directe, d'ailleurs il est plus facile d'obtenir d'autres choses de cette personne. Ça fait. Écoute Florian, on pourrait rester là encore 3 heures effectivement à discuter. On a fait un beau tour. En tout cas, on a compris que le gros focus pour les marques aujourd'hui, c'est de toute façon d'aller chercher cette relation sincère le plus possible, d'apporter de la valeur. Et quand on dit valeur, c'est vraiment d'apporter, de blinder en fait, qu'est-ce qui peut aider votre client et votre prospect à se décider. Et surtout, ouais, chose à dire. Ouais, totalement. Non, mais c'est ça. Tellement de choses à dire en fait. Les marques, en fait, généralement, elles restent bloquées parce que mauvaise prise de recul. Ouais. Mauvaise prise de recul. J'ai tellement la tête dans le guidon que j'ai plus de vue du haut de la montagne. Je vois la ville que depuis ma petite fenêtre de chambre. Tu vois, c'est pas pareil. Ouais. Que tu sois en haut de la montagne, t'as pas la même vue sur Lyon que si tu es dans ton petit appartement en face. Donc non, c'est pas du tout pareil. Et qui m'est important d'avoir du recul dessus. Et derrière, c'est tout bête, hein, mais en fait, il suffit simplement. C'est un peu de la triche, mais t'ouvres une conversation ChatGPT. Tu lui demandes de te questionner à travers 40 questions sur ta marque, ta cible, tes produits, etc. Tu prends 1h30 pour lui répondre. Derrière, ensuite, il sera capable de te dire exactement qui tu es, ce que tu es, comment tu es, qui tu es. Et après, derrière, c'est plus facile. Totalement. Après, pareil, tant qu'on en est au pied de référence comme ça, je pense à un livre qui s'appelle Founder Brand, je sais pas si tu connais. Hein Founder Brand, c'est Dave Gerhardt, je crois. C'est un petit livre, hein, c'est un petit bouquin. C'est un bouquin, en vrai. Oui, c'est un bouquin, ouais, pardon. Ouais, partir avec le nom. Ouais. C'est en gros, il t'explique un peu la méthode pour. Alors, c'est plutôt destiné aux fondateurs, tu vois, mais comment tu peux raconter ton histoire, comment est-ce que tu peux la tourner en élément marketing, et voilà, tes histoires, tes valeurs, etc. Qu'est-ce que tu transmets avec ta marque. Et puis, il y a un petit plan pour transmettre ça en mode contenu marketing. Excellent. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, oui, effectivement, se poser, faire un petit peu. L'état des lieux de ce qu'est ta marque, de ce que tu fais, de ce que tu proposes. Enfin bref, on va pas se répéter. Mais ouais, faire le point et puis ensuite créer ta stratégie de contenu à partir de ça. Exactement. Avant de connaître les autres, connais-toi toi. Ouais. Et ta stratégie, alors juste ta stratégie de contenu qu'on comprenne quand même bien. C'est quoi la visibilité ? C'est quoi ? Alors, tu vois, on a ces séquences automatiques, mais jusqu'où est-ce qu'on peut se projeter ? Très loin. Très très loin. Parce qu'il y a une finalité qui est la segmentation des séquences. Et aujourd'hui, donc, moi je conseille au début de faire des séquences plutôt généralistes. Voilà, tu t'adresses un message général à peu près tout le monde au début. Tu peux faire une segmentation prospect vs client, que je conseille. Séquence d'abandon de checkout pour les prospects, message direct pour les clients plus étoffés. Mais ensuite, dans un second temps, il sera hyper important de pouvoir compartimenter différents chemins que vont prendre les personnes qui sont dans ta liste. Parce que si on prend notre chère marque d'aliments, chère marque de cookies, imaginons elle a des cookies, des cookies classiques, des pépites de chocolat, etc. Puis tu as des cookies qui sont un peu différents, à la fraise, peut-être même des cookies salés, tu vois, des concepts un peu plus travaillés. D'ailleurs, les personnes qui vont les acheter n'ont pas les mêmes attentes et le message sera différent naturellement, de manière intrinsèque, parce que les produits sont différents. Tu as besoin de pouvoir parler précisément de leur fabrication, des aliments, des ingrédients qui les composent, des impacts, des apports nutritionnels qu'ils peuvent avoir sur ta santé. En bref, tu as une nécessité effectivement de personnaliser et de détailler. Donc derrière, obligé de segmenter ces séquences-là. Ces séquences-là, tu les segmentes par type de collection au début, puis vraiment par produit. Mais je conseille de segmenter les séquences sur les produits best-seller et ensuite d'avoir une séquence un peu fourre-tout pour les autres produits. Okay. Qui, imaginons, représente 20-30% de tes ventes. Je peux te permettre d'être un peu moins précis sur cela. De parler de ces produits-là plutôt que du produit en. Okay. Ensuite, par rapport au contenu, ça permet effectivement, quand tu segmentes, de pouvoir proposer le contenu adapté au produit que tu vends et aux besoins de la personne en question. Si tu vends des cookies qui sont sans sucre et sans matière grasse, alors que tu en as qui ont 300 calories par cookie, nécessairement ta cible n'est pas la même.
donc tu peux pas la vendre à la même personne et la vendre de la bonne manière. Et quand tu vas appuyer sur l'émotionnel, la personne qui est en pleine forme, enfin, qui en tout cas s'estime en pleine forme, qui imaginons est dans son IMC parfait, qui n'a aucun problème de gras, etc. Si tu lui vends des produits 0%, elle se dira non, moi je veux du coup, etc. Alors que la personne qui, elle, sait qu'elle a peut-être besoin de faire un peu plus d'efforts et qui, pour sa santé, doit moins manger peut-être, et bah, se dira ok, moi c'est ces produits-là qu'il me faut, ne me parle jamais des cookies ultra gras, parce que jamais j'achèterai chez toi. Donc ce besoin de compartimenter, et d'ailleurs tu proposes le contenu adapté. La personne qui veut maigrir, bah, tu fais toute une liste de contenus pour maigrir. Ok. De contenus pour manger mieux, pour manger moins, pour te faire à manger, comment incorporer mes cookies que je te vends dans des recettes. Tu vois, tu peux aller très loin. Autant dans le côté savoir pur et dur que dans le côté pratique. Grâce à mes produits, vous pouvez faire ça. Comment faire ci. Ok. Comment utiliser mon produit pour aller mieux, etc. Ok, cool, intéressant. Pour finir, peut-être 2-3 outils. Donc Klaviyo, on en a pas mal parlé. Ouais. SMS Bump, peut-être pour les SMS. Alors qui est en train de se renommer, donc Yotpo SMS. Ok. Vous les trouver. C'est toujours SMS Bump dans la barre URL. Donc ouais, Yotpo SMS, formidable pour la partie SMS. Autant en séquence qu'en campagne, qu'en segmentation. Connexion avec Shopify native. Connexion avec Klaviyo via API, mais ultra simple. Et nous, on aime bien mélanger, associer les deux plutôt. Avec une pop-up, par exemple, qui récupère l'adresse email et le prénom en premier lieu. La personne s'inscrit. Deuxième étape, est-ce que vous voulez rejoindre notre liste SMS en échange, soit d'un cadeau, soit d'une participation à un jeu concours, etc. Okay. Et à partir de là, regarde, j'ai aidé. Ouais, faut qu'on dégage, je pense. Tu peux répéter juste la question. Non, bah, du coup, les outils. Donc... oui, les outils. Donc, je reprends sur SMS Bump. Yotpo.sms, ultra fluide, très simple d'utilisation, séquence, campagne, etc. Après Klaviyo, voilà, on avait dit. En plus, les deux s'imbriquent bien, ouais. Okay. S'intègrent extrêmement bien. Donc, ça nous permet de pouvoir créer des stratégies qui lient les deux. Okay. Ensuite, pour ceux qui veulent faire du WhatsApp, on n'a pas utilisé tous les outils. On a Simio, ouais. Que j'aime bien. Tiffen. Tiffen. Et on a aussi Coco AI de Roman Cerny. Donc voilà, des outils extrêmement intéressants, qui marchent bien, interconnectés les uns aux autres. Okay. C'est vraiment extrêmement important si tu veux avoir une stratégie omnicanale qui s'alimente l'une à l'autre. Tu ne peux pas avoir des outils déconnectés parce que tu as tellement une masse de données utilisables que si tu arrives à travers ces données à aller encore plus loin dans ta segmentation, par exemple à aller identifier dans ta liste email qui c'est qui a cliqué dans les publicités il y a 30 jours, qui c'est qui a ouvert les SMS lors des 3 derniers mois, qui c'est qui au contraire n'a jamais acheté alors qu'il a ouvert 10 emails, pourquoi pas lui envoyer des SMS, peut-être qu'il sera plus réceptif. Ouais. Donc voilà, c'est un travail global, un travail qui demande au début à être généralisé, qui ensuite doit être segmenté, qui doit être personnalisé. Je commence à bégayer. Mais ouais, à la fin. Mais voilà, donc je reprends cette partie-là, ça sera coupé au montage. Donc vraiment, ce qu'il faut absolument pour synthétiser, c'est au début faire une stratégie généralisée. Ensuite, tu personnalises, tu segmentes. Il faut bien comprendre le parcours que les gens ont sur notre site. Il faut comprendre leurs besoins. Et avant tout, il faut se connaître soi-même. Il faut connaître ses valeurs, il faut connaître son utilité, on va dire publique, vis-à-vis de notre marché. Comment on aide les gens, quels problèmes on résout. Ensuite, il faut définir une liste de problèmes qu'on résout justement pour pouvoir définir quel type de contenu il faut rédiger. Ensuite, le contenu, toujours l'orienter sur la personne, elle a un problème, comment le résoudre. La personne, elle ne sait pas qu'elle a un problème, voici les problèmes que vous pouvez avoir. Notre produit, comment il aide à solutionner le problème. Comment on peut faire en sorte que vous ayez une meilleure vie. Et ensuite, tu fais plein de sous-sujets. Et à partir de là, il faut être absolument proche de sa liste, proche de sa base, bien la comprendre. Et normalement. Super. Est-ce qu'on te retrouve ? Alors, on me retrouve sur LinkedIn, Florent Beaumont. On me retrouve sur YouTube. On est d'ailleurs de plus en plus actifs là sur la chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Donc, la chaîne YouTube Florian-Ragnar Email. Je mettrai les liens en description, ouais. C'est super sympa. Et après, on a Instagram, c'est pas trop exploité.
À tous les C'est réseaux. sympa d'aller voir parce qu'on commence à le relancer. Ça On marche. fait des formations gratuites, de la prestation, de la formation payante. Donc, si vous souhaitez aller plus loin dans vos stratégies email SMS, si vous êtes une marque en forte croissance, Je m'appelle à vous. avec grand plaisir. Ça marche. Merci beaucoup, Florian. Merci à toi, À Jules. bientôt. Ciao. Ciao.